Alors, nous voilà partis sur des questions de jury, sur les groupes finis, mais dans le contexte des groupes linéaires. Donc, forcément, on est dans GLN de K, où K est un corps fini. Hein. Bon, là, je vais prendre FP. Donc, soit j'ai un P-groupe qui est un sous-groupe du groupe linéaire, GLN de FP, et il faut montrer qu'il existe un X non nul, tel que dans FPN, qui sont invariants par tout G. Voilà, toujours ces questions simples. Donc j'ai un P-groupe, il faut trouver un invariant. Bon, alors, c'est toujours pareil, avec ces histoires de groupes finis, il faut penser à l'arithmétique. On est tout de suite lié à l'arithmétique avec Lagrange, évidemment, et avec les actions de groupe à travers la formule des classes. Et le fait qu'il y ait un invariant, vous voyez qu'il y a une action de G sur FPN, hein, ça c'est naturel, puisque G c'est un sous-groupe du groupe linéaire qui lui-même agit sur FPN, il est né pour ça. Et donc, l'idée c'est de dire que invariant par G, ça veut dire que dans cette action, l'orbite est singleton. Voilà. Et on va chercher des orbites singleton. C'est quand même un leitmotiv. On a souvent ce genre d'exercice, que ce soit la preuve du lemme de Cauchy ou la preuve qu'un P-groupe possède toujours un centre non trivial. Bon, tout ça, c'est à mettre dans le même sac. Donc, en gros, on regarde l'espace sur lequel G agit, linéairement, mais là, c'est pas tellement utile que ce soit linéaire. Donc FPN, on le décompose en orbites évidemment disjointes pour l'action du groupe, et on divise ensuite les orbites en celles qui sont singleton, celles qui sont non singleton. Donc si elles sont singleton, c'est que le stabilisateur, c'est tout G, et si elles ne sont pas singleton, c'est que le stabilisateur, ce n'est pas tout G. Voilà. Donc si ce n'est pas tout G, c'est que l'orbite, finalement, ça va être, d'après la formule de la classe, l'orbite c'est en bijection avec G quotienté par le stabilisateur, comme G est un P-groupe, l'orbite va être de cardinal, une puissance non nulle de P. Non nulle parce que le stabilisateur est différent de G. Et là, c'est la puissance nulle de P qui va être ici. Donc ça veut dire que P qui divise évidemment le cardinal de FPN, et P va diviser chaque cardinaux d'orbite ici, ça veut dire que P divise ce cardinal-là, c'est-à-dire le cardinal des Y tel que G de Y est égal à Y, quel que soit G dans grand G. Donc ça veut dire que comme il y a déjà 0, ça c'est non nul, ce cardinal-là, j'ai oublié de fermer mon truc, ce cardinal-là est non nul, donc il est égal au moins à P, ce qui fait qu'il existe un X non nul dedans, qui soit invariant par tout G. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui se fait bien hein, dans les groupes finis. C'est pas vraiment plus compliqué que toutes ces choses sur les formules des classes. Et ça nous mène, après on peut continuer l'exercice, et ça nous mène à la trigonalisation. Hein, vous voyez bien que, bon, je sais pas quoi, si G, il va s'écrire, donc vous partez de cet élément non nul, que vous complétez, hein, tac, et là vous allez avoir 1, et là vous allez avoir, donc les éléments de votre groupe, ils vont s'écrire dans cette base, quitte à changer de base, hein, à conjuguer par une matrice de passage, hein, pour être dans une base qui commence par x qui est non nul, eh bien vous allez avoir un truc comme ça, et donc vous regardez, vous quotientez FPN par le sous-espace, la droite, disons, engendré par x. Donc en gros, hein, G va agir maintenant sur, ici, FPN quotienté par x, hein, puisque x est invariant, donc il va y avoir une action. Et là, il va agir, donc l'image de cette action, ça va être l'image d'un P-groupe, donc ça va rester un P-groupe. Et donc vous pouvez faire une récurrence sur la dimension. Voilà, et vous obtenez de façon classique, assez classique, la trigonalisation. Hein. Je vous rappelle que la trigonalisation, c'est quand même quelque chose qui se voit très bien avec les quotients. Autre question qui est quand même liée,
quels sont les P-silos de GLN de FP? Bon, c'est pas très difficile parce que bon, vous savez calculer le cardinal de GLN de FP, c'est le cardinal de l'ensemble des bases de FPN. Et bon, alors ça c'est quand même un truc très très classique, donc vous allez avoir Pn-1, facteur de Pn-P, etc., facteur de Pn moins Pn-1. Alors bon, ça vous le trouvez comme exercice hein, dans chapitre 8, donc c'est nouvelles histoires de groupe et de géométrie, mais en tome 2. Et donc vous pouvez mettre P ici en facteur, P2 dans le 1 jusqu'à Pn-1 ici, et donc P puissance n, n-1 sur 2 en facteur, et là vous avez un produit de Pk-1. D'accord. Bon, donc vous voyez bien que ici vous avez une puissance de P, et ici par le lemme d'Euclide, P ne divise pas cette partie-là. Donc P est premier avec, et donc ça fait que un P-silo de GLN de FP est forcément de cardinal ou d'ordre si vous préférez, P puissance n, n-1 sur 2. Alors bien sûr, vous avez un groupe ici, c'est le groupe des matrices triangulaires supérieures avec des 1 sur la diagonale. Vous vérifiez que c'est bien un sous-groupe de GLN de FP, d'accord, et il est bien de bon cardinal P, puisque ici on a un triangle, ça c'est un nombre triangulaire, hein, et un triangle n-1 sur 2. Voilà. Donc vous en avez un, mais comme vous savez que tous les P-silos sont conjugués par GLN de FP, donc vous conjuguez ça par P dans GLN de FP. Bon, alors on peut prolonger cet exercice en disant comment calculer le nombre de P-silos. Bon, on va tomber en fait sur un nombre, ça on le voit dans le chapitre 8 hein, de NH2G2, on va tomber sur un nombre, c'est le nombre de drapeaux. En fait, c'est facile de faire une bijection entre l'orbite ici et les drapeaux. Les drapeaux complets hein, de FPN. Bon, mais ça c'est quand même... Non, je dis c'est facile, donc pas dans le cadre d'une discussion de jury. Je pense que vous avez, sauf si vraiment le jury veut vous mettre 20, vous avez peu de chances quand même de tomber sur cette question. En revanche, une question plus simple, c'est le rapport avec ça. Vous voyez bien que vous prenez maintenant G un P groupe, revenons là-dessus, vous prenez G un P groupe, vous savez d'après le théorème de Sylow un des théorèmes de Sylow qu'un P groupe s'injecte toujours dans un P silo. Donc il s'injecte dans G ici, il s'injecte dans un P silo, donc dans un truc comme ça, d'accord. Donc finalement, ça veut dire qu'il possède un élément invariant. Si vous appelez E1 le premier élément de la base canonique, ça va être PE1 ici, l'élément invariant que l'on cherchait ici. Donc c'est une autre façon hein, de résoudre cet exercice. Bon, on avait vu l'autre fois que si on prenait S4, eh bien ces deux silos sont tous isomorphes, il a 3 de silos, tous isomorphes à D4. Regardons donc SL2, le groupe SL2 de F3, qui est finalement un cousin de S4, mais qui ne va pas lui être isomorphe. Alors cousin dans le sens qu'ils ont même cardinal, ils ont pour cardinal 24 les deux, et ça ne va pas lui être isomorphe, entre autres parce qu'il possède lui un seul de silo. C'est ça qu'on va voir. Alors ça c'est un petit peu plus dur, mais c'est toujours intéressant parce que vous voyez, ici c'est les techniques de trigonalisation. Ici, vous avez des techniques ici de P, de P groupe et des techniques de type arithmétique, hein, avec des actions de groupe, etc., formule des classes, tout ça. Ici, vous avez des techniques de calcul de base, de P-silo, etc. Voilà. Et là, vous allez avoir d'autres techniques avec des matrices, beaucoup de matrices compagnons. Donc,
on va montrer que SL2 de F3 possède un seul 2 silos. Bah, vous prenez GL2 de F3, son cardinal, ben, on l'a dit, c'est 3 au carré moins 1, facteur de 3 au carré moins 3, donc 48. Et SL2, ben, c'est le noyau du déterminant hein, dans F3 étoile. Donc il faut diviser par le cardinal de F3 étoile, déterminant est surjectif. Donc ici, vous divisez par 3 moins 1, et donc le cardinal de SL2 de F3, ben, c'est 48 sur 2, ça fait 24, c'est-à-dire 8 fois 3. Donc les éléments bon, si on doit chercher un 2 silos, c'est forcément un groupe d'ordre 8, donc on cherche des matrices de déterminant 1, à coefficient dans F3, qui sont d'ordre ben, 1, 2, 4 ou 8. Donc finalement, qui sont annulés par le polynôme x8 moins 1. Donc, je vais, mon premier, ouais, ça devrait être un réflexe, mais là, bon, non, c'est quand même, on ne peut pas vous demander que ce soit un réflexe, et je pense que ça peut être déjà une petite question de jury. On va décomposer x8 moins 1 en irréductible sur F3. Donc ici, ça fait x4 moins 1, facteur de x4 plus 1. Donc ici, ça fait x moins 1, x plus 1, facteur de x2 plus 1. Et donc là, irréductible, irréductible. Et là, c'est facile de voir que c'est irréductible sur F3, parce que ça n'a pas de racine, et que c'est de degré 2. Et puis, il va rester x4 plus 1. Ben, x4 plus 1 se réduit. Alors, bon, c'est quelque chose d'assez général. Ceux qui connaissent le calcul du nombre d'irréductibles avec la fonction de Möbius des polynômes de degré n sur FQ, sur FP, connaissent ce genre de choses. Sinon, bon, ça peut se faire à la main. x4 plus 1, ça va faire x2 moins x moins 1, facteur de x2 plus x moins 1 ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, on reconnaît, donc c'est phi1, le polynôme phi1, le polynôme cyclotomique, hein, donc c'est les éléments d'ordre 1. Ici, ça va correspondre aux éléments d'ordre 2, ici. Là, les éléments d'ordre 4, d'accord? Ça, c'est phi4, et ça, c'est phi8, mais phi8 qui se décompose qui n'est plus irréductible modulo 3, hein, alors que phi4, lui, il reste irréductible modulo 3. Tous les autres, le reste, voilà. Alors donc maintenant, ça va nous aider. Qu'est-ce que ça veut dire un élément d'ordre 1? Ben, ça veut dire qu'il est annulé par x moins 1. Bon, donc de toute façon, c'est l'identité. Donc vous avez l'identité comme élément d'ordre 1, c'est pas un scoop. Donc maintenant, l'ordre 2. Ordre 2, ça veut dire qu'il est annulé, ce n'est pas l'identité, donc il n'est pas d'ordre 1, mais il est annulé par x2 moins 1. D'accord? Donc comme il est annulé par x2 moins 1, qui est indécimple sur F3, il est diagonalisable. D'accord? Il est diagonalisable, donc il est semblable à la matrice diagonale bah, avec des 1 et des moins 1. Mais si vous mettez 1, 1, 1, moins 1, ce ne sera pas dans SL2, parce que c'est le produit des valeurs propres, hein, le déterminant. Donc ça peut être que 1, 1 ou moins 1, moins 1. Mais 1, 1, il est d'ordre 1, donc il ne reste plus que moins 1, moins 1. Alors là, c'est vraiment intéressant, parce qu'on voit déjà, là maintenant le jury peut vous dire, bon bah là maintenant, pourquoi SL2 de F3, on peut vous arrêter là, pourquoi SL2 de F3 n'est pas isomorphe à S4? Parce que S4, il a plein d'éléments d'ordre 2. Hein, ça s'appelle des transpositions, et puis même il y a aussi les produits de cycle disjoint. Donc il est plein d'éléments d'ordre 2, alors que SL2 de F3, vraiment c'est très très restreint. Vous voyez le manque cruel d'éléments d'ordre 2 qu'il peut avoir. Bon, alors après, bon, on est en train de parler de 2 silos, donc on regarde les éléments d'ordre 4. Et les éléments d'ordre 4, forcément, ben, ça veut dire qu'ils sont annulés par... ils sont annulés, le polynôme minimal, hein, d'accord, il va diviser x4 moins 1, et sans diviser x2 moins 1, donc en dimension 2, le polynôme minimal ne peut être que x2 plus 1. Donc, comme c'est x2 plus 1, le polynôme minimal, bah, c'est aussi le polynôme caractéristique. Et donc, on va avoir égalité du polynôme minimal et du polynôme caractéristique. Donc, ça va être semblable à une matrice compagnon, la matrice compagnon de x2 plus 1. Donc, c'est 0, 1, moins 1, 0. Donc, combien il y a d'éléments d'ordre 4? Il suffit de regarder l'orbite
ou la classe de similitude de ça, que je vais appeler J. Donc, il suffit que je regarde le commutant de J et que je quotiente par le stabilisateur de J, d'accord, dans GL2 de F3. Donc J, là, vous voyez bien que c'est bien le déterminant 1. Donc on est bien dans SL2, et toutes les matrices semblables à J vont être encore dans SL2. Donc je fais agir GL2 sur J, donc j'applique la formule de la classe, il me faut le stabilisateur. Alors le commutant d'une matrice compagnon, bah, c'est les polynômes dans la matrice compagnon. Les polynômes dans la matrice compagnon, mais on va se restreindre, comme on a un annulateur, hein, un polynôme minimal de degré 2, et ben, le commutant, c'est isomorphe à f3 de x quotienté par le polynôme minimal. D'accord? Donc ça va être l'ensemble des polynômes de degré 1 en J. Mais on veut être inversible. Alors inversible, comme x2 plus 1 est irréductible, ben, ça c'est un corps, d'accord? Et comme c'est un corps, les inversibles sont juste les non nuls. Donc là ici, vous avez 3 possibilités pour A, 3 possibilités pour B, ça fait 3 fois 3, 9, auquel on enlève 0, hein, le seul élément non inversible là-dedans. Et donc ça fait que le stabilisateur dans GL2, parce qu'il a fallu enlever les inversibles, est cardinal d'ordre 8. 9 moins 1, 8. Et donc, comme lui avait pour ordre 48, 48 sur 8, ça fait 6 éléments d'ordre 4. Voilà. Et puis ensuite, vous regardez les éléments d'ordre 8. Donc, les éléments d'ordre 8, avec les mêmes idées, ben, ce sont les matrices compagnons de ça et de ça. Donc, je les écris, c'est semblable hein, aux matrices compagnons de ça et de ça. Donc, c'est semblable à 0, 1, 1 et plus ou moins 1 ici. Mais là, on se rend compte que c'est pas dans SL2. Donc, on oublie. D'accord ? Donc, maintenant, on fait le bilan. On a obtenu un élément d'ordre 1, un élément d'ordre 2, 6 éléments d'ordre 4. Donc, je les appelle, l'élément d'ordre 1, je l'appelle 1, même si c'est la matrice identité. Hein. Ça, je l'appelle moins 1. D'accord ? Et puis, mes éléments, mes 6 éléments d'ordre 4, ils sont 2 par 2, parce que quand I est un élément d'ordre 4, moins I est un élément d'ordre 4 aussi, si je multiplie par moins 1, et qui est différent. Donc j'ai plus ou moins J, plus ou moins K. Voilà. Et d'abord, on voit tout de suite, donc forcément, on a trouvé en tout 8 éléments là-dedans. Donc ça veut dire que le 2 silo est unique. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc ça, on reconnaît le groupe H8. Évidemment, I fois J sera forcément égal à K. Il ne pourra pas être égal ni à plus ou moins I, ni à plus ou moins J. Donc il sera égal, quitte à changer plus K en moins K, et inversement, voilà, ce sera plus ou moins K. Et donc on a un unique 2 silos. Hein. Entre parenthèses, si on veut aller un petit peu plus loin, mais là c'est compliqué, hein. SL2 de F3, il est isomorphe au produit semi-direct H8 fois Z sur 3Z. Voilà. Bon, allez, on va dire que ça, c'est quand même compliqué. Hein. Mais globalement, c'est une très belle visite de ce mélange de groupes finis où on joue sur l'ordre, les formules de classe, la divisibilité, Lagrange, tout ça, et la réduction. Voilà.